En avril 1968, 2 semaines après être rentré du Cambodge et en vue d'une prochaine reconversion dans le civil, j'ai décidé de rendre une petite visite à mon ami de longue date Ludovic Bourdin, installé en Côte d'Ivoire depuis une dizaine d'années, en qualité de forestier quelque part du côté de Daloa et Boisflay, avec sa femme Eliane et ses 2 filles Jacqueline et Valérie. Étant encore en activité, j'ai réussi à obtenir à moindre frais une chambre dans le camp militaire français de Port-Bouët. La tour ivoire m'impressionne de par sa grande taille, moi qui viens d'un pays où les constructions dépassent rarement les 5 à 6 étages. Quelques tours de roue dans la ville et ses environs avec un militaire de Port-Bouët me permettent de me rendre compte du nombre élevé d'entreprises françaises installées à Abidjan, ce qui me rend confiant quant à l'espoir d'une future embauche au moment venu. Après 15 jours passés ici, la tête pleine de projets, je quitte l'Afrique satisfait de mon bref séjour. En juillet 1970, je décide d'interrompre le séjour en Martinique qui ne me satisfait pas du tout. Après 11 mois passés à Fort-de-France, nous achetons 5 billets d'avion Fort-de-France-Abidjan. Après une escale de 10 heures à Paris, nous embarquons pour l'Afrique. Nous sommes accueillis par nos amis Ludovic et Eliane Bourdin qui nous emmènent de suite, entassés à 7 personnes, plus ses bagages, dans leur 403 Peugeot. Cette petite gêne est vite éclipsée par la joie d'être ici avec nos amis. Oui, ici, dans cette case précisément, et construite par Ludo avec son personnel. Ah, qu'elle est joliment bien faite cette case, Dieu qu'elle est belle. Bien ventilée, parfaitement intégrée dans le paysage. Grâce à l'aide de nos amis, on a décidé de rester en Côte d'Ivoire un maximum d'1 mois, de façon que si je ne trouve pas de contrat d'expatrié, les enfants puissent effectuer une rentrée scolaire normale en France. Hélène et moi-même resterons à Abidjan la semaine et viendrons retrouver les enfants le week-end. Heureusement, Ludo nous prête sa voiture durant notre séjour ici. Quelle chance d'avoir des amis. Des vrais. Le délai d'1 mois est arrivé à son terme et à part un contrat local, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Alors que nous étions sur le point de rentrer en France, le hasard a voulu que je passe par notre ambassade. Ludovic, de retour d'un voyage en France, fait une escale à Niamey pour me voir avant de rejoindre Abidjan. À cette occasion, nous visitons la réserve de W, où quelques animaux ont eu la gentillesse de sortir de la brousse pour nous regarder passer. Avec les Dogans, Charmaison et quelques autres amis, nous avons décidé de passer Noël en brousse, en limite de cette réserve de W, qui s'étend aussi sur le nord du Dahomey. C'est à Alpha Quara, sur le bord de la rivière Alibori, que nous installons nos lits picots et les moustiquaires. Ce qui n'a pas du tout impressionné un lion qui, durant la première nuit, après avoir copieusement rugi, a traversé notre campagne et laissant ses empreintes dans le sol. Cette visite imprévue a quelque peu perturbé certains campeurs qui, cette nuit-là, n'ont pas réussi à fermer l'œil. La famille est là au grand complet, c'est une occasion d'aller à la rencontre des habitants de la brousse. Cette fois-ci, Maranga, un petit boy nous accompagne. Contrairement à la Martinique, ici il n'y a pas de plage, alors on s'adapte. Et c'est en brousse que nous passerons bon nombre de week-ends, que ce soit dans la réserve ou bien encore le plus souvent la chasse. Malheureusement, la chasse ne restera pas longtemps ouverte dans ce pays suite à un coup d'État fait par un Nigérien, ancien sergent-chef de l'armée française. Suite au changement brutal de président, les armes seront interdites au Niger et un peu plus tard, la chasse le sera également. Dans cette réserve du W, on a la chance de rencontrer des antilopes, des buffles et plus rarement des éléphants et des lions. Devant notre voiture, un important troupeau de combats traverse la piste en toute quiétude. À
un détour de la piste, la silhouette de ce singe qui se tient debout comme un homme me surprend et ramène ma réflexion à quelques millénaires en arrière. La végétation environnante, presque sans feuilles, souffre cruellement de la sécheresse qui fait ressembler les arbres et arbustes à ceux que l'on peut observer en Europe au beau milieu de l'hiver, alors qu'ici la température oscille autour des 45 et 50 degrés à l'ombre. Dominique est heureux d'être là avec nous. Il nous accompagne rarement dans ses sorties. À son âge, il a d'autres occupations. Notre joie est grande lorsque nous apercevons des animaux. Chacun y va de son commentaire pour décrire ce qu'il voit, un peu comme devant un feu d'artifice. Sauf que là, on entend dire « Ah, le bokoba » à droite, 2 buffles à gauche. Oui, c'est un peu comme ça que ça se passe. Par leur présence, les antilopes et les buffles font le sujet de la conversation, autant que les lions et les éléphants le font de par leur absence. Car il est vrai que de nos jours, ils se font rares dans ces réserves où le braconnage, sans être organisé, se pratique avec parfois la complicité de certains gardes des eaux et forêts. Nous sommes arrivés au campement du parc de W à la Tapoa. Ce parc, sillonné par le fleuve Niger et quelques affluents, la Mékrou et la Libori, est à cheval sur 3 pays, le Niger, le Haute-Volta et le Dahomey. Après avoir passé une nuit dans ce campement, nous reprenons la route le matin de bonne heure, afin d'être les premiers sur les pistes et avoir ainsi les meilleures chances de voir quelque chose d'intéressant, des lions, des éléphants, qui sait. Nous sommes sur les rives du fleuve Niger qui méritent quelques explications, car c'est bien connu, nous les Français connaissons mal la géographie. Ce fleuve, long de 4200 km, après avoir pris sa source en Guinée, dans le Fouta de Jalon, décrit une longue courbe qui le fait aller vers le nord, avant de redescendre vers le sud, où il va se jeter dans le golfe de Guinée. Avec les Dogans, nous allons passer 2 journées sur le bord du fleuve. Le confort de notre campement en brousse est toujours tributaire de l'ombre. Dans cette région du Niger, l'ombre est une matière aussi rare qu'un billet de 500 francs dans la poche d'un RMiste. C'est dire qu'on ne peut s'installer n'importe où. De l'eau, il y en a, et par ici, c'est ça qui attire les oiseaux migrateurs que nous sommes venus rencontrer sur la route du Mali. Une nuit, un clair de lune arrivé à point nous a fait apercevoir quelques instants les immenses silhouettes de quelques girafes, la naturelle curieuse, en train de nous observer sous nos moustiquaires. Dans cette position allongée, on se sent vraiment tout petit à côté de ces immenses vestiges du passé. La chasse, si est encore autorisée, nous procure un but pour aller en brousse et passer ainsi le temps malgré la rudesse du climat. On peut aussi rechercher un peu de fraîcheur sur l'eau en se laissant porter à bord d'une pirogue. On peut également prendre un bain, la température de l'eau est idéale. Après le coup d'État d'avril 1974 du colonel Kounché, les armes et la chasse sont désormais interdites sur tout le territoire du Niger. Qu'à cela ne tienne, moyennant quelques bienfaits en direction de fonctionnaires arrangeants, Dieu merci, avec mon ami Cazeneuve, on obtient que nos armes soient entreposées à Haute-Volta. C'est au râtelier d'armes de la gendarmerie de Diapaya qu'elles seront enchaînées sous la garde vigilante des gendarmes voltaïques. Quelle chance! Et nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là. Des copains, anciens de l'armée de l'air travaillant à Air Niger, sont aussi de sortie ce jour-là dans la région. Après une nuit de camping en leur compagnie, on lève le camp pour aller encore plus loin dans la recherche de gibier. Des pintades
qui ne s'en laisse pas compter, s'envole hors de portée du fusil. Mais si c'est possible, même en pleine ligne droite. Badivé, Cherivika, Cherivika. Le trophée de ce joli combat orne désormais le mur de mon bureau. Les fêtes de fin d'année sont aussi prétexte à partir en brousse avec des amis. Et cette fois-ci, c'est avec la famille Pastor et Madame Serabian que ça se passe auprès d'un petit plan d'eau. Après avoir approvisionné les villageois en viande de chasse, essentiellement pintade en l'occurrence, nous réveillonnons comme à la maison, avec des ballons et du foie gras que les enfants ramenaient de France voici quelques jours. De plus, on a aussi la chance d'avoir les danseurs et danseuses du village voisin venus nous offrir ce spectacle qui se déroule dans la lumière blafarde du feu de camp et des phares des voitures. En Afrique, un coup d'État arrive aussi souvent qu'une épidémie de choléra. Ça donne aussi la courante. En effet, on peut dire que c'est en courant que nous avons fui avec nos armes. L'ex-Haute-Volta qui se nomme désormais Burkina Faso. On a pu se réfugier au Mali, cette république socialiste, ex-Soudan français, nous accueille en toute simplicité, et cette fois-ci, nos armes seront sous la garde non officielle du garde des eaux et forêts de Ouattaguna. Boubacar. C'est en compagnie des amis Cazeneuve que nous franchissons le fleuve à bord d'un bac à main. Les girafes continuent d'arriver, c'est incroyable. Il faut se résigner à partir, en espérant revivre ça une autre fois. Les phacochères, ce sera au cours d'une autre partie de chasse que nous les trouvons. Mon ami Cazeneuve a entre-temps changé de femme, et c'est avec celle-ci que nous sommes une fois encore dans la région de Ouattaguna. Il faut préciser que mon passeport diplomatique simplifie nos relations avec les gardes frontières et autres fonctionnaires nigériens ou autres. Avec l'aide d'un guide, les entrailles et le sang seront rapidement extraits du corps de l'animal, puis à nous procurer de la très bonne viande qui ressemble à celle du porc. Un train de côte de phaco cuit au four, c'est un vrai régal. Le chef du village, soucieux de notre confort, a mis à notre disposition ce hangar bien ventilé, bien moins chaud qu'une case traditionnelle en banco, dont sont faites les habitations locales. Les quartiers de viande sont mis à sécher en attendant d'être mis dans la glacière. On pourrait croire que cet étalage de viande fait des envieux autour de nous. Eh bien non, pas du tout, car par ici sont tous musulmans. Après leur mariage, c'est le voyage de noces pour Patrice et Catherine. Et c'est tout naturellement que ça se passe en partie dans la réserve du W au Niger. Malheureusement, pendant la saison des pluies, la réserve est fermée aux visiteurs, car les pistes sont impraticables même avec un 4x4 comme on le voit sur ces images. Avec un tir fort et beaucoup d'énergie, on a pu remettre la Land Rover sur la piste. C'est un jeune volontaire du corps de la paix américain qui a eu la gentillesse de nous accompagner malgré la fermeture annuelle du parc. La chaleur mêlée à une forte humidité attire de minuscules mouchons qui gâchent notre plaisir de pique-niquer. Il est vrai que nous n'allons pas en brousse chaque week-end. Le plus souvent, nous restons à Niamey ou dans ses environs. La rive droite du fleuve, lorsqu'on a traversé le pont Kennedy, où nous nous trouvons en ce moment, marque comme une frontière à la limite entre la ville et la brousse, qui se trouve au pied de ce pont. Ce côté-ci du fleuve est appelé le Gourma.
Rio Bravo, situé à une vingtaine de kilomètres de la capitale, est le lieu privilégié de certains heureux citadins qui disposent d'un cabanon au bord du fleuve. L'espace est ombragé à souhait, sous une épaisse voûte de feuilles, dispensée par les généreux manguiers plantés là, davantage cet ombrage que pour les délicieux fruits que, cependant, chacun apprécie. En attendant le réveillon de ce Noël 1974, les invités de Jacques Cuisette et Laurent Pastor sont très occupés à jouer aux cartes. On se croirait dans un tripot, qui ce n'était la respectabilité des hôtes et de leurs invités qui sont le docteur libanais Massia et sa femme, Daniel Finet et sa femme et nous les Saint-Clutins. Bien que ce ne soit pas forcément un sapin, un arbre bien décoré est présent pour nous rappeler que malgré le manque de neige, on est bien à Noël. Est aussi présent le personnel de nos hôtes, cuisiniers et gardiens, qui aidera à la préparation du repas, fera le service et aussi la vaisselle. Ce réveillon, comme les précédents, se passe dans la joie et la bonne humeur. Après avoir fait bombance une partie de la nuit, ici nous avons le choix pour faire une remise en forme, soit un tour de pirogue sur le fleuve, ou un tour de piste en jeep qui fera descendre le foie gras et le reste. Sur la terre ferme, on peut être autant secoué qu'à bord d'une barcasse. Sur la piste en jeep, par exemple, c'est un passe-temps agréable pour certains, car d'autres, comme Laurent, quelquefois, préfèrent courir derrière la jeep. La chaleur du moteur provoque un phénomène d'évaporation d'essence qui arrive alors à la pompe à l'état de vapeur. Cette panne est spéciale à la Jeep qui a été conçue pour servir surtout en Europe. La solution est de mettre de l'eau froide sur la pompe à essence. Quelques secondes suffisent à remettre le moteur en route. Avant de quitter ce cabanon, Hélène emmène un bouquet fait de tiges de grains de mil destiné à décorer l'intérieur de notre villa.